Bonjour, je vous propose de terminer le cours sur le mouvement des planètes et des satellites. Donc nous sommes sur le livret de cours du chapitre 4 de physique à la page 3 et il vous reste à compléter la partie 2. Donc dans la partie précédente, on a énoncé les lois de Kepler qui sont des lois qu'on qualifie d'empiriques, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été démontrées, elles ne résultent pas d'une théorie, on les a simplement déduites d'observations. Ce qui est tout de même remarquable dans le cadre des lois de Kepler, c'est que ces observations sont de qualité et toujours utilisées aujourd'hui. Bon, là je vous propose dans cette partie-là plutôt de modéliser et d'utiliser des lois de la mécanique classique. Bien sûr, je veux parler des lois de Newton. Donc, on a énoncé les 3 lois de Newton dans le chapitre précédent. En fait, il en manque une, celle qu'on appelle souvent la loi 0, qui est la loi de gravitation universelle. Alors, avant de commenter ce qui est dans cet encadré, on va regarder le schéma qui est en dessous. Donc, on imagine qu'on a 2 objets, 2 corps, qu'on a représentés uniquement par leur centre de masse ici, A et B. L'objet A a une masse MA, l'objet B une masse MB, et la distance entre les 2 centres de masse est notée ici petit r. Bon, on sait que A exerce une force d'attraction sur B, B exerce une force d'attraction sur A, c'est pour ça d'ailleurs que on dit que c'est une loi universelle, tous les corps 2 à 2 vont s'attirer de cette façon-là, et on sait donc qu'on peut représenter ces forces d'attraction par des vecteurs, donc on les a en rouge ici sur le schéma. Donc la force que A exerce sur B, donc elle s'applique au centre de masse de B, elle a pour direction la droite qui relie les 2 centres de masse, là ici qui est en pointillé, et elle tente à attirer B vers A, d'où le sens indiqué ici pour ce vecteur. Mais donc on a une notion de réciprocité, c'est-à-dire que dans le même temps, B exerce sur A une force qui aura la même direction, la même valeur, mais un sens opposé. Donc pour la valeur commune, vous l'avez de noter ici, il faut la recopier sur votre polycopier de cours. Donc la valeur des forces d'attraction, qui est nécessairement positive, c'est G, la constante de gravitation universelle, dont la valeur est renotée en haut, fois le produit des 2 masses divisé par la distance au carré séparant les 2 centres de masse. Bon, en revanche, on ne dit pas que les 2 vecteurs force sont égaux, puisqu'ils ont bien un sens opposé, on le voit sur le schéma. Donc si je veux parler du sens de ces vecteurs force, je vais devoir introduire un vecteur unitaire. On a vu les vecteurs U1,N, U1,T, qui étaient des vecteurs unitaires quand on a utilisé le repère de Freinet par exemple. Donc là j'ajoute un même vecteur que je note petit u, donc sa norme est égale à 1, et j'indice ça A vers B, puisque ce vecteur-là, on voit bien qu'en termes d'orientation, il va de A vers B. Donc sa direction est la droite en pointillé ici, reliant les 2 centres de masse des 2 corps A et B. Le sens est donc de A vers B, la norme est égale à 1. Et ça va me permettre d'exprimer plus haut les 2 vecteurs force, puisque si je veux justement exprimer la force que A exerce sur B, je constate sur ce schéma que la force exercée par A sur B, ici, elle est de sens opposé par rapport au vecteur unitaire UAB. Donc, dans l'expression du vecteur force, je mets un signe moins, qui traduit le sens opposé de ces 2 vecteurs. Je retrouve ici la valeur pour la force qui était exprimée, et si je veux comparer les 2 vecteurs force, je suis obligé d'introduire un signe moins, puisque les 2 vecteurs force sont de sens opposé. En revanche, en dessous, quand je compare les valeurs ne peuvent pas être négatives, donc je n'ai pas de signe négatif à rajouter. Donc j'ai indiqué, donc grand G représente la constante de gravitation universelle. Dans un énoncé, dans un sujet de bac à l'écrit, on vous donnerait la valeur, elle n'est donc pas à prendre. Les 2 masses doivent être en kilogrammes, et la distance R entre les centres de masse des 2 corps doit être en mètres. Alors on peut d'ailleurs à partir de ça, sur la page suivante, définir un champ de gravitation. On a parlé dans le chapitre précédent de champ vectoriel, donc un champ de vecteurs. On a vu le champ de pesanteur, petit g. On a parlé du champ électrique également. Là, le champ de gravitation, en fait, qui est dû à un corps, ici par exemple le corps A, en un point B, qui a une distance R de celui-ci. Mais en fait, c'est le terme, ici, qui va multiplier la masse de ce corps B. Donc on aurait tout ça qui serait appelé le champ de gravitation créé par le corps A, et donc on multiplierait par la masse du corps B pour connaître la valeur de la force d'attraction gravitationnelle en ce point B. C'est une remarque, juste pour vous montrer qu'on peut travailler sur d'autres champs de vecteurs. Ce qui est vraiment fondamental et que vous devez connaître, c'est l'expression ici des deux vecteurs force de gravitation universelle, et vous devez être capable de représenter sur un schéma ces 2 vecteurs force et de calculer la valeur commune aux 2 vecteurs force. C'est la partie qui est importante ici. Donc d'ailleurs, vous avez à me rendre via Moodle un petit exercice d'application avec des choses que vous avez déjà faites les années précédentes, mais ça permet de réactiver certaines connaissances. Donc vous me transférerez ça via le mode récupération de copies sur Moodle.
Bon, j'en viens aux choses intéressantes, en tout cas utiles, qui vont nous permettre d'utiliser les lois qu'on a énoncées jusque-là. Donc je disais en introduction que les lois de Kepler étaient empiriques, elles n'ont pas été démontrées. Alors en fait si, mais elles ont été démontrées a posteriori, c'est-à-dire qu'après qu'elles ont été énoncées par Kepler, justement grâce à l'utilisation des lois de Newton, la loi 0, la loi de gravitation universelle, et aussi la deuxième loi de Newton que l'on connaît déjà. Alors imaginons que l'on prenne comme système là une planète, donc j'ai représenté son centre de masse P, qui tourne suivant une orbite circulaire, parce qu'on a vu que la plupart des planètes du système solaire ont une orbite circulaire, autour d'un astre attracteur, qui serait par exemple le Soleil. Donc l'astre attracteur est noté A, sa masse est grand M. Donc on va travailler dans un référentiel astrocentrique, c'est-à-dire que si l'astre est le Soleil, j'appellerais ça le référentiel héliocentrique, mais on pourra adapter à d'autres astres. Et puis bien sûr, comme on a une trajectoire ici qui est circulaire, il est pertinent de travailler avec le repère de Freinet que vous connaissez déjà. Donc quand on fait l'inventaire des forces extérieures qui s'appliquent sur la planète, il n'y a que la force de gravitation exercée par l'astre sur la planète. Ne me dites pas, oui mais il y a une autre force, la planète exerce une force sur l'astre, ça je la prendrais en compte si le système c'était l'astre. Là le système que je considère c'est la planète, donc je ne considère que les forces, en l'occurrence la force, il n'y en a qu'une, qui s'exerce sur la planète. Donc ensuite, si j'exprime la force d'attraction gravitationnelle que l'astre exerce sur la planète, je remplace par ce qu'on a écrit avant pour la loi de gravitation universelle, et puisque j'ai dit qu'on allait travailler dans le repère de Freinet, j'utilise le vecteur unitaire normal UN. Alors, on réfléchit, là j'ai travaillé avec le vecteur unitaire UAP. UAP est dirigé de A vers P, dans ce sens-là. Or, pour le vecteur unitaire normal dans la base de Freinet, on a vu que c'était un vecteur qui était radial, de norme égale à 1, mais qui doit être dirigé vers le centre du cercle. Donc en fait, UN est de sens opposé par rapport à UAP. Par contre, leur direction et leurs normes sont bien égales. Vous les avez représentées ici de nouveau. Donc UAP irait de A vers P et UN est de sens opposé. Bon, donc, je vais utiliser à partir de maintenant cette expression de la force de gravitation universelle en travaillant avec la base de Freinet. Et si on écrit la deuxième loi de Newton, ça donne la masse de la planète fois le vecteur accélération du centre de masse de cette planète égale à la force de gravitation universelle. Vous voyez que dans chacun des deux termes, on retrouve la masse de la planète. On peut donc diviser par cette masse, autant qu'elle est nulle, donc j'ai le droit de le faire, et on obtient l'expression du vecteur accélération. Je l'ai encadré, mais ce résultat, il n'est absolument pas à retenir par cœur. Vous devrez le redémontrer, comme on a pu faire des démonstrations pour trouver des vecteurs accélération dans les chapitres précédents. Alors je continue. Dans les grandeurs en fait pertinentes, il serait plus intéressant de travailler sur la vitesse, parce que quand on fait des observations en astronomie ou en astrophysique, avoir accès à une accélération n'est pas simple. Une vitesse, c'est une grandeur qui est plus parlante et plus facile à déterminer. Donc je voudrais maintenant trouver la vitesse de révolution, ce qu'on appelle le mouvement de révolution. Ça correspond justement à ce mouvement circulaire de la planète autour de l'astre. Donc je reprends là le vecteur accélération. Donc on a vu que quand on travaille dans le repère de Freinet, il y a deux coordonnées pour ce vecteur, AN pour l'accélération normale et AT pour l'accélération tangentielle. Donc ici, on a uniquement une composante suivant le vecteur unitaire UN, donc ça, c'est la coordonnée AN de l'accélération normale, et puis il n'y a rien suivant un vecteur UT qui serait le vecteur tangentiel unitaire, donc ça veut dire que l'accélération tangentielle est nulle. Si on compare à ce qu'on avait écrit comme expression générale du vecteur accélération pour un mouvement circulaire dans le repère de Freinet, donc l'accélération c'était l'accélération normale suivant UN plus l'accélération tangentielle suivant UT, l'accélération normale étant égale au carré de la vitesse sur le rayon de la trajectoire, et l'accélération tangentielle, la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps. On va comparer, c'est-à-dire que ici, j'ai trouvé que l'accélération tangentielle était nulle. Or, l'accélération tangentielle, c'est ce terme, dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps. Donc cette dérivée est nulle, donc la vitesse est constante, donc c'est un mouvement uniforme. Donc les planètes qui tournent autour du Soleil, par exemple, si elles ont bien une orbite circulaire, elles se déplacent donc avec une vitesse constante, c'est-à-dire selon un mouvement uniforme. Et si on finit d'exploiter, on va pouvoir retrouver la vitesse, puisqu'on a donc ici le terme, la valeur devant le vecteur normal unitaire, correspond donc à l'accélération normale, v carré sur r. V carré sur R, on a vu que l'accélération normale, c'était G grand M sur R au carré. Donc j'utilise cette égalité-là. Si je remultiplie là chacun des deux termes de cette égalité par le rayon R de l'orbite circulaire, il me reste V carré égale G fois grand M sur R. Je prends la racine carrée en ne gardant que la racine positive, puisqu'une valeur de vitesse est nécessairement positive, et je trouve comme ça la valeur de la vitesse.
Au passage, je retrouve le résultat précédent, puisque grand G, c'est la constante de gravitation universelle, c'est une constante. Grand M, la masse de l'astre attracteur, c'est une constante. Hein. Et puis si c'est une orbite circulaire, le rayon du cercle est une grandeur qui est constante. Donc j'ai bien une valeur de vitesse qui est une constante, et donc un mouvement uniforme. Mais si on vous demande dans un énoncé à l'écrit de démontrer que le mouvement est uniforme, il faudra bien le faire comme ça, en travaillant sur l'accélération tangentielle, en montrant qu'elle est nulle et que donc la dérivée de la valeur de la vitesse est constante. Bon, il reste une dernière grandeur intéressante à exprimer, parce que finalement, la vitesse, quand on fait des observations en astronomie, c'est pas si facile que ça à déterminer. Ce qui est plus simple à déterminer, c'est la période de révolution, c'est-à-dire le temps que va mettre la planète pour faire un tour complet autour de l'astre attracteur. Donc je vais reprendre une formule qu'on utilise depuis longtemps pour la vitesse, et j'ai le droit de l'utiliser puisque on a un mouvement qui est uniforme. Donc quand le mouvement est uniforme et que la vitesse est constante, j'ai le droit d'écrire que la vitesse, c'est la distance parcourue sur le temps de ce parcours. Sinon, il faut passer par des dérivés, on l'a vu dans le premier chapitre de mécanique. Donc maintenant, comme temps particulier, je vais prendre la période de révolution. Mais en une période de révolution, si je reviens sur le schéma avant, donc en une période, la planète, elle fait un tour complet autour de l'astre attracteur. Donc je viens de le montrer là sur le schéma, elle parcourt une distance égale au périmètre du cercle qui a un rayon R, hein, R étant la distance ici entre A et P. Et je sais exprimer le périmètre d'un cercle de rayon R, il vaut 2πr. Donc en réécrivant cette relation, j'obtiens que la période de révolution, c'est 2πr sur la vitesse. Je remplace, puisque j'ai trouvé l'expression de la vitesse, hein, alors ici, au lieu de diviser par la vitesse, j'ai multiplié par son inverse, et puis en général, on écrit sous une autre forme, parce que je vois qu'il y a R ici, et on l'a également dans la racine carrée. Donc ce R là, je l'écris racine carrée de R au carré, et comme le produit des racines carrées, c'est la racine carrée du produit, ici je regroupe dans la même racine carrée, donc R carré fois R, j'ai du R au cube ici. Et la force des lois de Newton, c'est que cela va nous permettre de retrouver les lois de Kepler qui n'avaient pas à l'époque été démontrées par Kepler, mais qui résultaient uniquement d'observations, notamment la troisième loi de Kepler, que nous allons pouvoir démontrer. Alors on a vu que dans la troisième loi de Kepler, on fait intervenir le carré de la période de révolution. Donc je reprends cette expression-là et je mets tout au carré. T au carré égale 4pi au carré fois donc la racine carrée par R au cube sur Gm. Je divise par le rayon au cube pour me ramener à l'écriture habituelle de la troisième loi de Kepler. Donc ça fait T carré sur R au cube égale 4pi carré sur G grand M. Ça c'est bien une constante, à condition de ne pas changer d'astre attracteur, parce que si l'astre attracteur n'est pas le même, la masse grand M n'est pas forcément la même. Mais donc pour un astre attracteur donné avec des planètes qui tournent autour de lui, ou des satellites d'ailleurs qui tournent autour de cet astre attracteur, j'ai bien ce rapport-là qui est une constante, et donc on a bien T carré sur R au cube égale à une constante, ce qui correspond à l'énoncé de la troisième loi de Kepler.